Est-ce que vous sentez ces bonnes odeurs de lavande? Bienvenue pour des échappées belles gourmandes en Provence. Alors il y a plusieurs Provences, celle de Pagnol, de Giono, de Van Gogh ou encore de Cézanne. Cela dit, je comprends pourquoi autant d'artistes ont été inspirés par ces lieux. Admirez cette palette de couleurs autour de moi. Et quand on évoque la culture provençale, eh bien on parle aussi des bons petits plats qui ont souvent une saveur d'huile d'olive, mais pas seulement. Nous allons en parler ensemble. Plateau de Valençol où je me trouve jusqu'à la Méditerranée. C'est une balade pleine de saveurs que je vous propose. J'espère que vous avez bon appétit. Allez, en route. La Provence, c'est le paradis des gourmands. Tapenade de maison. La truffe d'été, ça a des goûts de noisettes. De la palette d'agneau. Avec ce petit quelque chose en plus. L'exceptionnel est dans la simplicité d'un petit pois chiche baigné dans la sauce à l'huile. La quantité d'huile qu'on met en Provence, je crois que ça se dit pas, c'est secret. De la plus chic. C'est juste en fait une plongée aquatique qu'on essaye de remettre en bouche. À la plus classique. La table provençale fait l'unanimité. Ou presque. La ratatouille, il n'y a rien de provençal. Mais rien. Sophie Jovillard ajoute son grain de sel au débat. Eh oui, parler de gastronomie en Provence sans parler de l'ail, ce serait une hérésie. Exactement. Pas possible. Oui. Une échappée belle provençale qui régale aussi les yeux. C'est une expérience qui est super zen. Vos yeux sont le drone. Rien que la zone du Verdon, tu vois, il y a 2 millions de touristes par an. Donc on est juste après la région parisienne, c'est le département le plus touristique de France. Et voilà, là on est dans les yeux de la bonne mère. Le bonheur est dans l'assiette. L'immobilité est recommandée. Ah, c'est joli ce marché là, le parc incendie à Digne-les-Bains sous les platanes. Alors, où sont mes nouveaux amis Louis-Marie et Véronique? Bonjour. Bonjour. Ah bah Sophie. Bonjour. Salut. Ouais, Je fais le tour par là. Fais le tour, vas-y. Bienvenue au marché de Digne. Merci. Comment ça va Louis-Marie? Bah, écoute, super, impeccable. Écoute, il est magnifique Il est ce marché là. très beau, sous les platanes et tout, c'est magnifique. Alors Véronique. Donc c'est Véronique qui travaille en fait, c'est ça? Bah oui, écoute, avec moi, C'est toi qui les papote et relations, c'est elle qui travaille. humaines, c'est un travail. Hein, Je t'embrasse. Salut. Je te laisse travailler. Attention à les concentrer. Hein. Alors, bonjour. Bon, je crois que je suis au bon impeccable. endroit. Et alors, on n'avait pas tout à fait fini de s'installer et tout ça. Faut que je t'aide si tu veux, ouais. Ok. Regarde, je te donne un tablier. Attends, Je suis tout de suite dans le bain avec toi, c'est bien. Ah ouais, tu vas voir. Bah nous, c'est comme ça. Hein. Tu sais, il y a du monde. Alors, Ouais, on est là pour travailler. Hein. Un bon tablier. Pardon. Ton petit chapeau. Mon petit chapeau, je le garde. Nickel. Écoute. Voilà. Voilà. Ok. Bon, bah ça c'est Impeccable. fait. Tu vas Je vais voir. pouvoir vous aider. Regarde, il y a les clients qui demandent. Véro est toute seule, elle est débordée. Alors on va l'aider. Bon, Véronique, il faut quand même qu'on prenne 2 minutes pour que tu me racontes tous les bons produits que vous proposez ici sur le marché. Alors là, tu as installé le pain. Oui. La particularité du paysan boulanger, c'est qu'il fait la partie agricole, donc il fait son blé. Ensuite, on moud le grain dans notre moulin qu'on a sur l'exploitation et on moud quotidiennement. Ça fait qu'on fait du pain avec de la farine ultra fraîche. Au niveau nutrition, c'est quand même super. Et après, on passe côté olive. Et ensuite, on passe sur la partie olive que tu peux voir là en vrac. Ouais. Donc, les olives de table, toujours issues de nos productions. Je peux goûter? Ah bah, volontiers. Merci. Alors, celles-ci sont aux herbes de Provence, que nous produisons également sur l'exploitation, tout en bio. Hein. D'accord. Alors là, si tu as encore un petit creux, je te propose de goûter Ok. également. La tapenade, le secret, ce sont les capres, puisque tapenade, ça vient du mot tapen, qui veut dire capre en provençal. Donc pas de tapenade sans capre, ça c'est pas possible. Voilà.
Bon, bah écoute, Sophie, on va y aller. Oui, Hein moi je reste avec vous. Hein. C'est ça. On se retrouve au JAS. Ouais, chez vous. Voilà. Vous êtes Tout à fait. installé où là exactement? On est à Brunet, c'est au sud-ouest de Digne, on n'est pas très loin. Tu vas voir, c'est Très beau bien. aussi. Hein, c'est très Alors, chouette. on La vallée prend de la- Las, c'est magnifique. C'était un beau marché en tout cas. Ah, hein. c'est chouette. Hein. On a bien vendu. Ouais, voilà, impeccable. Le problème, c'est que maintenant, il faut refaire du stock. Eh ben voilà, c'est ça. Alors, regarde, on arrive à la maison là. Voilà. Ça y est. Et voilà, Ah là mais là. c'est vraiment une ancienne bâtisse, tu vois. C'est une maison qui était abandonnée depuis une centaine d'années. Puis on a tout retapé là, avec pas mal d'amis, de gens qui nous ont donné des bons coups de main. Et là, aujourd'hui, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Voilà. oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Voilà. Après 18 ans, Ouais, on c'est est chez ça. nous, on est content. Voilà les enfants. Bonjour. Noé, Salut, Noé. Marguerite. C'est Marguerite, quel joli prénom. Ouais, fais la Salut, timide Marguerite. là, mais 5 minutes, hein, parce qu'après, tu vas Oui, voir. après, et après j'espère qu'on sera copines, Marguerite. Hein. Ouais, il en manque encore 2. Grande famille. Tout à fait, Voilà. grande. Du coup, je peux m'installer Eh alors ben, je vais t'installer. Comme Allez, ça, c'est comme les parti. enfants peuvent À aller. plus tard, les Installez enfants. tranquille. Hein On se retrouve Allez. tout à l'heure. Bye. Alors, la chambre d'hôte, C'est ici. je te laisse entrer. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais. Allez. Tu m'emmènes où, Marguerite? On va voir les canards? D'accord. Oh, qui sont mignons. Salut les petits canards. Ouille, aïe, aïe, mais il me pince. Hop là. Impeccable, mais dis donc. Hop, 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 hop. Véronique a déjà tout dressé. Ah, bah ça y est. Super. Et ben voilà. Voilà, assieds-toi tranquille. Super. C'est bien. C'est un bon Et timing. j'appelle les enfants. Si ça marche. On va voir. On va voir si on a... À table. Ah, c'est magique. Bon bah voilà, un accueil très convivial grâce à vous. C'est que le début parce que je vous propose qu'on reste ensemble hein, pour découvrir une partie de cette belle Provence tous ensemble en Ça famille. marche. Écoute Sophie, si ça te dit, demain, on va dans les Gorges. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, on Dans fait les gorges du Verdon? Véro, t'es d'accord? Allez, on goûte la tapenade. Dose de tapenade, une petite olive. Et c'est le bonheur. Et c'est parti. Les visiteurs du monde entier viennent en Provence pour ses lavandes, ses tournesols, sa Méditerranée et sa garrigue. Et si finalement, toutes les couleurs de Provence tenaient dans une seule et même marmite? Rouge, vert, jaune, violet. Toutes les nuances de la ratatouille. Le plat provençal par excellence. Pour en connaître la recette, il faut d'abord pénétrer les cuisines de famille. Mais attention, certains secrets de fabrication restent jalousement gardés. La quantité d'huile qu'on met en Provence, je crois que ça se dit pas, c'est secret. L'accent ne ment pas. Lydie est bien provençale. Depuis qu'elle est toute petite, le dimanche, c'est ratatouille en famille. Patiemment, elle cuit tous ses légumes séparément. La ratatouille, oui, c'est généreux, c'est convivial, rien que de le dire, la ratatouille. Rien que le mot, déjà, veut dire convivialité. On va mettre l'aubergine à cuire. Ce bruit-là de crépitement, là, c'est quand j'étais petite et que je remontais le chemin de l'école. Donc je savais quand ma mère avait cuisiné la ratatouille, je sentais l'odeur de tous ces légumes-là qui se mélangeaient, c'est top. J'étais capable de manger ça à 4 heures. Ça prenait la place du chocolat, t'imagines un peu. Et je pense que le plus important, c'est d'y mettre beaucoup d'amour. Parce que ça, je pense que ça y fait. Pas faire une ratatouille en colère.
Lydie ne pourra pas vous envoyer sa recette. Et voilà la ratatouille. Lâchez-vous. Non mais il y en a 2 plats. Rien n'est écrit, tout est dans la généalogie. Elle a appris en regardant sa grand-mère et sa mère. Cette ratatouille, elle était aux normes provençales. Mais vraiment comme il faut. Moi, la ratatouille, je la préfère ou froide dans le pain quand on va à la plage, ou alors avec 2 œufs dessus. Alors, ce qu'il y a de bien avec Lydie, c'est que quand je l'ai rencontrée, elle faisait à manger exactement pareil que ma grand-mère. Donc, en fait, il n'y avait pas trop de changements. On retrouve le même goût, le goût du Roviesil. C'est 100% l'amour, en fait. Le secret d'une grande ratatouille serait donc l'amour et la patience. Celle des légumes qui sortent de terre gorgées de soleil. La ratatouille a rien de provençal, mais rien. François pourrait s'attirer les foudres des puristes. Mais cet historien paysagiste a raison. La Provence est au carrefour des civilisations et donc des potagers du monde. Il n'y a aucune des plantes introduites dans la ratatouille qui était spontanée en Provence. On avait de l'ail de l'Asie centrale, de l'oignon de l'Asie centrale, apporté par les Arabes, de l'aubergine venant d'Inde, de la tomate qui vient d'Amérique centrale, du poivron qui vient d'Amérique centrale, et enfin de la courgette qui vient du sud de l'Amérique du Nord. Des plantes inconnues en France à l'époque, qui n'étaient pas vraiment les bienvenues en cuisine. Elle a déjà des petits fruits. Il y en a un de formé là. On se méfie de ces plantes-là. Ce sera pareil pour la tomate d'ailleurs. On se méfie de l'aubergine et on est réticent. Elle s'appelle d'ailleurs à l'époque Mala insana, la pomme malsaine. Donc, elle ne rentrera dans les habitudes alimentaires que dès qu'on aura levé la suspicion dessus, et ce sera aux environs du XVIe siècle, en France. Tous ces légumes sont arrivés dans les assiettes provençales au gré des conquêtes. Ce ne sera que vers la Révolution française, d'ailleurs, qu'on verra remonter des habitudes alimentaires du Midi jusqu'en région parisienne, quand les bataillons révolutionnaires vont monter à Paris avec leurs habitudes alimentaires. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on prendra connaissance de la ratatouille. Une fois la tête du roi coupée, la ratatouille est née. Une vraie révolution. Aujourd'hui, la ratatouille est aussi bien représentée dans les cuisines des particuliers qu'à la table des chefs. Avec toujours la même promesse, déguster un concentré de Provence. Ça y est Sophie, regarde, on arrive à Moustier là. Regarde cette vue là, t'as vu ça un peu? Alors là t'as un des plus beaux panoramas. Moustier-Sainte-Marie, c'est magnifique. Je vois le panneau plus beau village de France. Ben voilà. Il n'a pas volé ce titre. Il n'a pas volé, moi je dirais peut-être que c'est le plus beau, Allez. mais après tu vas me dire que je suis chauvin, alors... Non, pas du tout. Je vais éviter. Oh, c'est vraiment le village typique provençal, Ah ouais. accroché à la falaise. Accroché à la falaise, tu vois le canyon qui arrive, c'est superbe. Tous les toits typiques provençaux, les volets. Et si tu regardes bien là-bas, regarde. Tout là-haut? Ah, là c'est l'étoile, l'emblème du village de Moustier, l'étoile. Là, on prend la direction des gorges du Verdon. On peut dire que c'est une porte d'entrée ici. Là c'est vraiment la porte des gorges. C'est vraiment à l'entrée, on va dire 5-6 km, on arrive au pied des gorges, au lac de Sainte-Croix. La petite famille est déjà arrivée sur. Ouais, ils sont là. Ils ont dû faire plus vite que vous. Ah là là, vous m'aviez pas menti, hein, c'est absolument magnifique ici. C'est vrai qu'on parle en général du plus grand et du plus beau canyon d'Europe, mais c'est vrai. Ah bah c'est le cas. Hein. Modestement, je crois qu'on peut le dire. Ouais, je crois que c'est ça. Ça va, Choupette? Ça va, toi, t'es tranquille, Choupette, hein?
Ouais, Choupette, elle La est vie est sage belle pour comme Choupette. une Hein. Il n'y a que les garçons qui rament hein, chez vous. Les dimensions sont assez impressionnantes hein, en plus, là, ici, Louis-Marie. Ah oui, bah là, tu dois avoir 200 mètres à peu près d'auteur ou 300 mètres. Mais un peu plus loin, ça va jusqu'à 700 mètres de haut quand même. Hein. Là, on est dans un parc naturel régional. Il y a une faune et une flore à protéger, là, assez exceptionnelles. Oui, tout à fait. Oui. Tu as des espèces qui sont endémiques, ça veut dire tout simplement qu'ils sont vraiment uniquement dans cette zone. Alors, l'homme a un peu maîtrisé hein, le cours du Verdon, c'est ça, Véronique? Oui, bah, sur son cours, quand même, le Verdon, il a 5 barrages. Hein. L'avantage de ces barrages, il faut le dire, c'est que ça permet le loisir, tout le monde en profite, mais ça permet surtout aux grandes villes d'avoir de l'eau potable, hein, puisqu'il y a le canal de Provence qui amène l'eau jusqu'à Aix-en-Provence, c'est pas rien. Alors on a tous envie de profiter des gorges du Verdon, c'est normal, on voit qu'on n'est pas tout seul. Hein. Des bateaux électriques, sûr, des pédalos, des canots et des paddles, il y a du monde. Bon, par contre, tu as vu, c'est tout écologique quand même. Hein. C'est soit en rame, soit en pédale, ou éventuellement bateau électrique, mais il n'y a que ça. Vous êtes courageux, vous pédalez, c'est bien. Enfin, pas tous. Pas tous, il y en a qui profitent. Et on arrive à réguler quand même cette fréquentation touristique là sur le Verdon? Alors, c'est pas toujours évident parce que rien que la zone du Verdon, tu vois, il y a 2 millions de touristes par an. Donc on est juste après la région parisienne, c'est le département le plus touristique de France. Hein. C'est dingue alors qu'on est dans un des départements les moins peuplés. C'est ça. Alors, pour te donner une idée, on est 170 000, 2 millions de touristes rien que dans ce secteur-là, c'est phénoménal. À arriver au bout des gorges. Qu'est-ce qu'on a là tout au bout? Là, on va déboucher sur le lac de Sainte-Croix. Ah, le fameux lac avec une retenue absolument immense. Ouais. Ce que je trouve absolument exceptionnel ici, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu un grand coup de hache là. C'est un peu une frontière naturelle, hein, ce Verdon. C'est vraiment la séparation entre les Alpes de Haute-Provence, au nord du Verdon, et puis le Var, au sud. C'est vraiment l'endroit où on voulait vivre. C'est un pique-nique royal, là. Hein. En même temps, on aurait tort de se priver dans notre région. Moi, je trouve qu'en plus, hein, on l'a bien mérité ce pique-nique, on a tous bien pagayé. Surtout les enfants, on a été des champions. On finit en premier. Ouais. Là, il y a tout ce qu'il faut. Alors, tu as vu, c'est que des produits de nos producteurs locaux. Là, tu as là, les olives qui viennent de chez nous. Tu vois oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, les amandes d'Alexandre. Tout a l'air délicieux. En tout cas, moi, ça me donne l'occasion de vous remercier parce que j'étais très contente de faire votre connaissance. Vous êtes une bien jolie petite famille. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée ici, de m'avoir fait découvrir ce lac de Sainte-Croix qui est superbe derrière nous. Merci. On s'est régalé. Merci pour votre accueil. Est-ce que tu n'as pas l'impression de vivre dans un petit paradis, toi? Hein oui. Ben, santé la petite famille. Qui c'était le prom sur ta Noël? Belle balade. C'était nous les enfants. Ah, c'était vous. Allez, ouais. À la santé des, enfants. Le soleil toute l'année, la garrigue et la Méditerranée. La Provence vit en plein air et porte toujours son repas sous le coude. C'est écrit sur sa casquette. Guy est un marin marseillais. Et sur son bateau, il est toujours l'heure de se préoccuper du prochain repas. Bon les gars, c'est l'heure de faire la bouffe là. Alors il y a 2 types de marins. Il y a ceux qui sont sur le pont, comme René et moi qui s'occupent du bateau, qui font marcher le bateau. Et après il y a les marins qui sont à l'intérieur, qui s'occupent de la cambuse, c'est-à-dire de nourrir l'équipage du haut. Mieux vaut avoir le pied marin pour cuisiner à bord. Car dans le sud, on n'est jamais à l'abri d'un coup de Mistral. Partenaire de maison. À table. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai qu'à Marseille, on n'a pas de grande maison parce qu'on est toujours dehors. Ça sert à rien d'avoir une grande villa, d'avoir un jardin, s'embêter, non. C'est ce qu'on fait, nous on prend le sac, dès qu'il fait beau, on prend, on va au bateau. Dès qu'il y a du vent, on fait un peu de voile, on profite.
Quand il n'y a pas de vin, ben, on mange, on se baigne. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Durant les chauds mois d'été, les Marseillais convoitent toujours un petit coin d'ombre pour partager un pique-nique entre amis. Il n'y a bien que les fadas qui restent au soleil. À Callelongue, les cabanons se transmettent de génération en génération. Pour Riri, Titi, Jeannot et tous les copains, c'est un rendez-vous immanquable chaque week-end. Ils vont prendre des croûtons de pain, tu le frottes à l'ail. L'heureux propriétaire du cabanon, c'est Calou. Il a passé toute son enfance ici, au rythme des repas sur le pouce. Moi ici, je fais des petits fromages de chèvre fondus avec du pastis, des herbes de Provence, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Bon les petits, ça cuit, ça va venir. Le cabanon, c'était le lieu de rencontre des familles d'ouvriers qui mettaient sur la table ce qu'ils avaient pour manger, pour boire, et puis voilà, un peu comme aujourd'hui. La Calanque a abrité une usine de soude pour le savon de Marseille. À sa fermeture, au début du XXe siècle, les ouvriers sont restés et ils ont construit leur cabanon dedans. À cette époque, l'art du pique-nique est déjà très à la mode. Olivier est sociologue et il est l'auteur d'une thèse sur le camping. Alors forcément, sa pause déjeuner, il la prend au grand air. Les villes méditerranéennes, et notamment Marseille, sont plus prédisposées au pique-nique que les autres. Et en fait, ça relève d'anciens rituels gallo-romains, de prendre des repas en plein air. Puis, avec l'Église catholique, il va y avoir une normalisation de ces repas en plein air. C'est-à-dire la mise en place d'un calendrier rituel, liturgique, la fête de Pâques. C'est là où commencent véritablement les premiers pique-niques, celle de mai, le cycle des moissons, etc. Typiquement, la Bonne Mère a été un des premiers endroits où on allait prendre l'omelette pour Pâques et qui s'inscrivait dans un rituel de pique-nique. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonjour, je vais vous prendre des panisses, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Ces palais à la farine de pois chiches, les panisses, c'est la spécialité du quartier de l'Estac. Les ouvriers en mangeaient déjà au XIXe siècle. Ce XIXe siècle est un moment où vont se fusionner les rituels issus de l'aristocratie et de la bourgeoisie, où on fait bonne chère à l'extérieur, avec ceux des classes populaires, où les ouvriers souvent n'ont pas de cantine à l'usine et sont obligés de sortir à l'extérieur pour pouvoir déjeuner sur le pouce. Nouvelle expression qui émerge à la fin du XIXe siècle. Depuis, les congés payés ont largement popularisé l'art du pique-nique. Est-ce que ça sent? Ouais, c'est le pois chiche. Ça sent bon. Ah, ça c'est la recette de Mamie Nénette. Maëva a été élevée dans la culture provençale, celle du bien manger en plein air. Quand je prépare un pique-nique, pour moi, c'est hyper lié aux souvenirs d'enfance, à la plage, à la glacière bleue en plastique. T'as le fauteuil pliant de mamie que tu sors, mamie qui se met jamais en maillot parce que voilà, elle est trop âgée, elle a les bas de contention, donc c'est vraiment lié à la famille en fait. C'est plus que le pique-nique entre amis, c'est vraiment toutes les générations qui vont à la plage en fait. Après un passage à Paris, Maëva a retrouvé le Sud. Une vie sous le soleil qui a le bon goût des tartes à la tomate. L'exceptionnel est dans la simplicité d'un petit pois chiche baigné dans la sauce à l'huile. Peut-être que finalement, ça n'a qu'un objectif, c'est la sieste qui va avec. Tu vois, quand t'es... Ici, on dit quand t'es bled, en fait. C'est-à-dire que t'en peux plus, t'as trop mangé. Et là, tu t'allonges, t'as juste ce plaisir d'arriver à la sieste.
Sophie. Ça va? Bien et toi? Ouais. Pas encore trop chaud? Écoute, non, au contraire, qu'est-ce que c'est agréable là. Et puis là, je viens de traverser des paysages absolument sublimes, Ah oui. superbes. On est avec au ces cœur de la Provence. Exactement. Puis on a un grand ciel bleu aujourd'hui, donc on va bien voir toutes les couleurs et toutes les plantes. Ah, ces couleurs qui sont superbes avec le bleu du ciel et ce violet de la lavande là. C'est ça. On est vraiment dans un décor typique du plateau de Valençol. C'est ça. Pour nous, c'est toujours quelque chose d'extrêmement beau à voir. C'est rare de voir quand même des étendues aussi grandes avec de la fleur. Nous, c'est un peu ce qui nous fait vivre. Donc pour nous, c'est la récolte qui arrive. Donc c'est le bon moment pour sentir, pour voir, pour toucher justement cette fleur. Bon, j'ai très envie de vivre tout ça avec toi. Je peux t'accompagner? Eh ben, avec plaisir. Ouais. On va monter sur le tracteur et récolter. Je laisse ma Mary là en plein milieu. Écoute, je suis comme ça, moi. Ouais. Je grimpe? Allez. Hop. Super. Dis donc, quel âge il a ton tracteur là? Il est beaucoup plus vieux que toi celui-là. Ah oui, il a une bonne quarantaine d'années au moins. C'est ça. Oh, que j'aime ce bruit de moteur là. Ah, ça ronronne, hein. Raconte-moi un petit peu comment fonctionne ta machine là. Je vois vraiment que tu n'arraches pas l'arbuste, hein, mais que tu coupes vraiment à ras. C'est ça, donc on a quand même une plante qui va vivre entre 10 et 12 ans. Et donc il faut prendre soin d'elle pour justement réussir à la faire vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Et donc pour ça, on va lui prendre uniquement la fleur. Donc là, on a une machine qui est assez ancienne, mais qui va avoir des techniques très douces pour la plante. On va mettre beaucoup de temps. Donc ça prend du temps de récolter quelque chose d'une manière délicate. C'est aussi une plante qui nécessite de l'altitude. Ici, on est quand même à 600 mètres d'altitude. On est au minimum, en gros, de la lavande. Après, elle va pousser jusqu'à 1200 mètres à peu près. Alors la floraison va durer combien de temps là à peu près? En gros, la floraison la plus belle, là où on a vraiment la fleur, c'est quelques jours, une semaine. Alors, ce qui est très joli là quand tu fais tes récoltes là tout doucement à un rythme lent, c'est qu'on voit des papillons, il y a plein d'insectes et on voit c'est vraiment une plante mellifère, hein. Les abeilles l'adorent. Ça c'est vraiment la marque typique, on va dire, des cultures en bio. Là on voit vraiment qu'on a une biodiversité non seulement végétale avec toutes les herbes qu'il y a autour, et ce qui permet d'abriter toute une biodiversité animale et d'insectes. Je peux bien aller l'admirer d'un petit peu plus près ta lavande. Salut toi. Comment expliquer que ce soit une plante aussi odorante? Alors c'est assez simple, on va dire, c'est la structure même de la plante. Elle va produire de l'essence pour se protéger de la chaleur. Et donc en fait, cette essence-là, au plus il fait chaud, plus sera libérée. Et donc quand on va pouvoir la frotter en pleine journée, on va libérer toutes les molécules d'essence qui vont être très odorantes, très volatiles, et on va pouvoir sentir exactement l'odeur que va avoir cette plante. C'est vrai, hein. C'est vraiment un parfum qu'on connaît, qui est familier, voilà. C'est un parfum très doux et qui nous surprend tous les ans quand on voit la lavande en fleurs, et puis quand on la sent, on est à nouveau, on va dire, séduit par cette plante qui est quand même assez magique. Maintenant qu'on a récolté, on va aller utiliser cette plante, on va aller la distiller. Ouais. Voilà. Et pour là, en faire de l'huile essentielle? Exactement. Bon, très bien. Et là, on va avoir toute l'équipe. Ça m'intéresse. C'est bon? C'est bon? Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux marcher sur ce tapis de lavande? Oh là, ça grimpe plus rien, on va le bouillir. Salut. Comment ça va? Ça va, moi c'est Sophie. Guillaume. Bonjour Guillaume. Lucas. Salut Lucas. Donc voilà le papa. C'est ça. C'est ça. Guillaume, mon père, et Lucas, mon petit frère. Très bien. Et donc on va venir maintenant distiller tout ce qu'on a récolté ce matin. D'accord. Donc ça va nous prendre un petit moment. On va d'abord charger avec Lucas, on va mettre tout ça dans la cuve. Et puis après, on va laisser mon père prendre les manettes de la machine pour distiller. Je crois qu'on a pris la bonne place, hein, tous les deux. On regarde les autres travailler. C'est bien les gars. Changez rien, hein, c'est super. Poste d'observation optimale.
Alors en fait là on attaque la distillation. Ouais. Ce sont des plantes aromatiques, donc l'intérêt de la distillation c'est vraiment d'aller chercher tous les arômes. Paolo, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Tu danses ou tu travailles? Ça va très bien, un peu des deux. On tasse bien la lavande pour pas laisser la vapeur se frayer de chemin trop facile et avoir une très bonne distillation de la plante. Ouais, t'as une petite chorégraphie très au point, hein? C'est ça, et je l'ai appris des anciens. Donc là maintenant, on va fermer notre grosse cocotte minute. On pourra envoyer de la vapeur. En gros la cuve là fait 1500 litres et on va retirer 1 litre de produit. 1 litre d'huile essentielle de lavande. Il faut un paquet de kilos de fleurs pour réussir à faire 100 ml d'huile essentielle. Et après, tu mets ça dans ces petits flacons. C'est ça, c'est ça. Pourquoi tu les choisis bleus? Pour pas que ça s'altère à la lumière. C'est pour la conservation du produit. Ah là, je sens que ça y est, là, il y a quelque chose qui se passe, hein? Voilà, on a la production qui commence. Ouais. Donc là, ça a commencé à distiller, l'eau commence à arriver dedans et on voit les premières bulles d'essence qui remontent. Donc là, ce qu'on voit là en surface, c'est l'huile essentielle. Voilà. Donc les huiles remontent. Exactement. Et l'eau reste en dessous. Et l'eau qui est en dessous va ressortir par la perte de l'autre côté. Alors là, on a vraiment le produit concentré, l'huile essentielle pure. C'est l'or brut. On la laisse décanter, un petit peu s'aérer, et après la mise en flacon dans 2 mois à peu près. Patience, patience, toujours. Toujours. On va aller mettre tout ça en lieu sûr et je vais te présenter ma grand-mère Simone. Avec grand plaisir. Bonjour. Salut. Bonjour madame, c'est Simone votre prénom, c'est ça? Oui, c'est Sophie. Bonjour Simone. Oh bah dis donc, vous avez préparé un joli petit goûter là. Là, on a sorti ce qu'on appelle une bresque. C'est le miel de lavande. Donc on peut se permettre de manger directement comme ça, la bresque. 100% lavande? Là, on est sur du 100% lavande quasiment. Et ça va me permettre de continuer mon voyage requinqué, grâce à vous. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment un régal. Santé Simone. À ta Allez. santé. Un gin, c'est pas du champagne, mais ça Ouais, va. c'est très bien. De trinquer au thé à la menthe, j'aime beaucoup. Le soif d'une pêche, le piquant des herbes fraîches. La Provence sent bon et développe l'odorat chez les gourmands. La saumade, ça doit sentir un peu la grappe. Vous savez, la grappe que vous avez, un petit peu comme le poivron, comme une odeur franche, nette. Jani est un chef étoilé de Château Arnoux. 2 fois par semaine, il fait son marché au nez. Oui, j'aime l'odeur de cette terre. Et la terre de mon grand-père, la terre de mes ancêtres, la terre sur laquelle je suis né, dans laquelle je puise mes racines, toute mon inspiration, elle vient de là. Cette odeur, elle est indissociable de ce que je suis, de ce qu'on est, de notre pays, de notre accent. La quintessence des senteurs, des odeurs d'un pays, c'est l'essence d'un pays, ça monte au cerveau et on devient un peu fada, mais ce genre de folie créatrice qui est extraordinaire. Sentir pour mieux goûter. Jani l'enseigne aux amateurs lors de ses cours de cuisine. Pour lui, le soleil de Provence change les couleurs en parfum. De la palette d'agneau, qui est super. Je sens tout, de Sisteron. Ouais. Il a brouté déjà dans la garrigue du thym de la sarriette. Donc on va lui en donner un petit peu. Là, j'ai de la sarriette en poudre. Alors ça sent. Ça, on entend les cigales. Encore. Ça, je le laisse couper aussi, morceaux. Alors, santé. Là, on va, en fait, en cuisine, on va au bout de tout. Santé, déjà. Là, je pense que vous auriez déjà arrêté. Vous avez déjà arrêté. En fait, il faut aller un peu plus loin. Un peu plus loin, aller au bout des odeurs, au bout des goûts, au bout des couleurs. Pour avoir le maximum, la quintessence du produit. La recette du jour, agneau à la brousse de chèvre et ses abricots et légumes grillés.
La première chose que j'ai fait, c'est sentir. On a toutes ces odeurs qui sont remontées. L'odorat nous sert souvent à nous rappeler beaucoup de souvenirs d'enfance. Et en fait, là, c'est ce qui s'est passé. En sentant la sarriette, surtout la sarriette, je ne sais pas pourquoi, c'est assez particulier. En sentant cette odeur, j'ai eu plein de souvenirs d'enfance qui sont remontés. Je me revois, juste ce que je vous disais, faire une cabane avec mes amis, je me revois, j'avais 8 ans, 10 ans. Si elle sent si bon, cette Haute-Provence, c'est que sa biodiversité est unique. Plus de 1600 espèces végétales, un tiers des espèces françaises y sont regroupées. Ici, les climats alpins et méditerranéens se rencontrent. Je vais couper un peu de thym, comme ça pour la cuisine tout à l'heure, tu pourras l'utiliser. Il y a quand même une petite odeur camphrée, hein, celui-là. Ouais. Il n'est pas citronné. Si Tachka et Olivier partent en cueillette, c'est qu'ils travaillent à l'Université des senteurs de Forcalquier, un centre de formation sensorielle pour l'agroalimentaire et la cosmétologie. Là, on a plusieurs odeurs. Hein. On a une odeur de terre sèche, type un peu patchouli, des odeurs d'herbes sèches, et puis ensuite, on sent les aromates. Hein. On sent le thym, on sent la sarriette qu'on a ramassée. Et ça, toutes ces odeurs-là se mélangent. C'est comme si on était dans une cuisine. Et puis quand on froisse tout ça, ça sent un peu le sain, S-A-I-N. Quelque chose qui fait qu'on est dans une terre saine, une terre capable de nous guérir, en fait. À l'université de Forcalquier, ils se penchent sur les usages de ces senteurs. Par exemple, le pastis est l'héritier d'une boisson médicinale. L'absinthe et l'anis étaient censés éloigner les maux d'estomac. En tout, plus de 60 plantes et épices peuvent entrer dans la composition du pastis. Le fenouil, vous devez mettre 0,5, hein, les filles. Le fenouil et l'anis verte, 0,5. Aujourd'hui, avec un groupe, Tachka crée un pastis provençal. Méticuleusement, ils vont, une à une, peser toutes les espèces avant macération. Cannelle, réglisse, badiane et tant d'autres. Chacun va... C'est super bon, il y a toutes les odeurs qui remontent, c'est magnifique. Mais ce qui m'étonne en fait, c'est le nombre de plantes qui est à l'intérieur et la diversité de toutes les origines. Puisqu'on a des plantes qui sont ici du territoire et on a des plantes qui viennent de Madagascar par exemple. Donc c'est complètement dingue ce qu'ils sont arrivés à faire et à mettre en bouteille. Dans cette Provence aride, les plantes aux puissantes odeurs sont depuis longtemps la richesse du territoire. Les épices étaient échangées contre les aromatiques. Et il y a des droguistes colporteurs qui se sont installés à Istanbul et ils ont ramené des épices d'Istanbul. En fait, c'est une croisée des chemins. Nous, on n'est pas très loin du port de Marseille. Donc déjà, il y avait une recherche de goûts différents, de curiosité. Et moi, je pense que la cuisine, c'est aussi une histoire de curiosité. C'est aussi une histoire de s'ouvrir sur le monde, de s'ouvrir sur de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. La Provence se laisse humer avant de se déguster. Des tomates. Le plateau de pêche blanche. Hop, voilà. Je vais mettre là, Allez. Jean-Pierre. Je m'en occupe. Ça. Hop. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire de bon? Alors, il me faut de l'ail parce que je vais faire un aioli. Et j'avais pris aussi les petites aubergines blanches là. C'est pas mal grillé, hein. Mettez un peu d'huile d'olive. Bonjour Marion, ça va? Et toi? Eh ben super. Tu m'as donné rendez-vous dans un bel endroit, hein? Moi, j'adore. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Pierre, on est chez vous Jean-Pierre? Ouais, à la paternelle. Ça vient d'une exploitation de père en fils depuis des générations et des générations.
On est essentiellement producteur de pêche. Ah, les voilà, d'accord. ça. Le produit phare ici, Ça, ça a été chez vous, Jean-Pierre, c'est ça. Ça a été cueilli ce matin, mûr sur l'arbre. Ah, elles sont belles, hein. C'est notre spécialité. C'est la spécialité. Magnifique. Alors, je voyais aussi Alors, qu'il y avait de l'ail là à l'entrée. Eh oui. Parler de gastronomie en Provence sans parler de l'ail, ce serait une hérésie. Exactement. Pas possible. Oui. Et donc on va acheter de l'ail, Sophie, pour faire notre aioli. Tu vas m'expliquer quand même ce que tu mets dans l'aioli, parce que alors l'aioli, ail, huile d'olive, Oui, ça ok, c'est la pommade. la pommade. Je vais pas C'est dire la mayonnaise sauce. parce que malheureux, ça serait Non, sacrilège de non, dire ça. voilà. Ah non, c'est vraiment Ça, la c'est sauce. la Voilà. sauce. Et puis ça s'accompagne uniquement de légumes cuits et pas crus. Après, ça dépend des saisons, parce qu'on peut faire l'aioli à toutes les saisons. Bon, bien sûr, on retrouve les haricots verts. On mettra aussi des carottes, D'accord. des pommes de terre. D'accord. On pourra mettre des betteraves rouges. Il manquerait par exemple le chou-fleur, mais on n'en a pas en ce moment. Et bien sûr, il y a la morue. Ah bah oui. Il y a la morue salée. Alors moi, je veux bien qu'on se concentre toutes les deux sur la préparation de ce que tu appelais la pommade, qui est quand même le cœur de l'aioli. Alors on va faire ça chez toi. Allez, on va faire ça chez moi. Mais qu'il est mignon, ce bébé. Voilà, le petit-fils, La le relève. successeur, la relève La est assurée. relève. Un vrai provençal. Allez, on y va. Merci Jean-Pierre. C'est des chemins que moi je trouve magnifiques parce qu'on est près d'une grosse agglomération. On est quand même qu'à 20 km de Marseille, à 30 km d'Aix. Et on arrive à avoir ce côté campagne. Et on comprend pourquoi ces paysages ont été source d'inspiration pour Pagnol, entre autres. Entre autres, oui. C'est là où on a tous les livres de Pagnol, La gloire de mon père, Le château de ma mère. Et puis par la suite, tous ces tournages ont été tournés beaucoup dans le massif du Garlaban. Donc là, Sophie, tu vois, nous arrivons devant la maison natale de Marcel Pagnol. Il est né ici. Il a vécu, je crois, 2 ans à Aubagne. Voilà, Sophie. Écoute, nous arrivons sur l'avenue des Goules. Poterie-Ravel. Poterie-Ravel, voilà, avec la cheminée qui est là. Voilà, les cyprès, les toitures, Les Renault, lauriers. et des pots partout. Je me gare là. Ouais. Pays d'argile, On je y me va. gare devant. Exactement. Voilà, ça part de là. C'est vraiment un endroit atypique, hein, un peu hors du temps. On oublie complètement finalement qu'on est dans Aubagne, parce que là, on est vraiment au cœur d'Aubagne. On est vraiment dans une manufacture typique de céramque, construite au 19e siècle, puisque l'entreprise date de 1837, avec la cour, les murs couverts de vigne, la grande cheminée. On fabrique, on reçoit de la terre en vrac, hein, comme on a vu en comme se on a garant, vu en là. se garant. Et de la terre en vrac, on produit notre pâte argileuse, et après, ça part dans les Voilà. différents ateliers, Pour faire les potiers, tout les ça. estampeurs, les mouleurs, et on fait à la fois des vases de jardin et de la vaisselle. Tu me montres tout ça? Allez, je te montre tout ça. Alors là, c'est la table provençale. Alors là, voilà, c'est la Ouais. campagne provençale avec les bottes de foin. Tu imagines un pique-nique dans les collines. C'est beau comme tout. voilà. C'est Alors moi, il y a un objet chasse. qui m'intrigue. C'est celui-là. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est une gargoulette. Ça, c'est un produit qui date de l'Antiquité. Tu remplis ici. Et tu bois là. Et tu bois là. J'adore la Hygiénique. gargoulette. Ouais, et tu pars avec bosser. Si tu devais choisir quelque chose cette fois qui ressemble vraiment aux sœurs Ravel, à Julie, ta sœur et toi. Ça pourrait être la jarre qui est derrière toi. Si tu veux, on a gardé la forme d'une jarre antique, mais on l'a faite en terre blanche et pas en terre cuite, mais ça reste de la terre naturelle. Et au lieu d'être en colle verni avec des couleurs traditionnelles, les miels, les verts provençaux, on est allé vers des jaunes citrons et des bleus turquoise. Mais Sophie, tu te souviens, ce matin, on a acheté de l'ail pour faire l'aioli. Exactement. Alors si tu veux bien, on y va. Alors tu On vas va me essayer. montrer comment tu l'as fait. Alors on commence bien sûr par
préparer l'ail. Et puis après, il nous faut un ingrédient essentiel. Il nous faut un homme. Renaud, qui est le responsable des expéditions chez Ravel. Et chef de l'aioli, donc. Et chef de l'aioli. Salut Renaud. Donc tu fais les expéditions et l'aioli quand on te le demande. Mais c'est sympa ça. Allez. Bon, bah bien. Alors, attends, mais déjà, tu le fais toi, chez toi, l'aioli? Bah, j'ai été formé. Hein. Alors, Marion m'a un peu préparé l'ail, c'est bien ça. Ouais. Donc on le coupe un peu quand même, parce que c'est un peu dur comme ça. Moi, j'en mets 3-4, mais après, bon, on peut en mettre plus, ça dépend de la quantité, comme D'accord. Et on met le sel. Et on pile. Après, c'est le coup de main. Après, c'est le coup de main. Il y a même des concours, hein. Non, mais tu as déjà participé à Non, des pas concours. encore, hein. C'est mon espoir un jour, mais... Donc après, on rajoute le jaune d'œuf. Alors, que le jaune. Que le jaune. Et allez, c'est parti. Ensuite, petit à petit, je vais rajouter un filet de... Et on s'arrête plus. On s'arrête plus, là. D'accord. Marion, viens voir. Oui. Elle est pas mal. Non, sérieux. Elle est dosée. bien aillée. Elle est bien aillée, tout va bien. Aioli, validé. Aioli, validé. Ce soir, si tu veux bien, je t'amène dîner dans un endroit un peu incroyable, dans l'atmosphère de Pagnol. Allez, tu vas avec voir, grand ça va te plaisir. surprendre, je pense. Et bienvenue à ce 10e dîner insolite. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir un des chefs les plus emblématiques du territoire de mon point de vue. Sophie, oui, je te présente ma Julie. Ta Julie qui est ta frangine. Mais oui, c'est ça. Je suis ravie de passer cette soirée avec toi. Ce dîner est incroyable. C'est incroyable. On est dans un lieu exceptionnel. On est à la Fond-de-Mai, Ouais. donc au pied du Garlaban, et qui est géré par la collectivité et qui organise chaque année ces dîners incroyables et un peu partout sur le territoire. Et là, on a la chance d'être à la Fond-de-Mai à Aubagne. Mathias. Bien, vous vous régalez Bah attends, on ne fait que commencer, ça a l'air formidable. Là, on essaye vraiment d'être sur le territoire et puis un petit clin d'œil à Marcel Pagnol, bien sûr. Moi, je suis provençal et je suis fier de l'être et je suis toujours resté dans ma Provence et j'ai jamais réussi à aller cuisiner ailleurs. Bon, en tout cas, ça fait saliver tout ce qu'on vient d'entendre. Bon, bon Merci appétit, Mathias. bonne soirée. Bon appétit en tout cas. Sophie. Dans le Haut-Var, autour des gorges du Verdon, un champignon attise les convoitises. La truffe. Sur les marchés provençaux, on en trouve en toute saison. Écoutez, ça c'est la truffe d'été, ça a des goûts de noisettes. Ça a le goût de sous-bois, de noisettes. Philippe et Rosie vivent toute l'année de ce produit de luxe. Si la truffe d'hiver peut atteindre 1 200 € le kilo, la truffe d'été coûte, elle, un quart du prix. Les trufficulteurs en trouvent plus, elle est donc plus abordable. Une truffe d'été, il ne faut pas la comparer à une truffe d'hiver. D'abord, c'est incomparable, c'est comme deux fruits, une pomme et une poire. Ça n'a pas les mêmes goûts. C'est beaucoup des truffes à manger crues. On ne fait pas cuire à la truffe d'été. C'est une truffe qui craque sous la dent, comme une fraîcheur d'été. On va pas avoir ce goût de truffe noire qui est très bon, mais qui est fait pour les produits d'hiver, qui est vachement soutenu. Aujourd'hui, la truffe d'été est connue dans le monde entier. Même à Taïwan, elle figure dans les guides touristiques. Le goût, c'est spécial. C'est léger, c'est croquant, mais un peu spécial à mon goût. À Haupt, la capitale régionale de ce champignon, une truffe géante va être installée sur un rond-point. Il faut dire que le Sud-Est produit 80% des truffes françaises. C'est une culture capricieuse. Et elle pousse dans notre terroir, parce que dans notre terroir, notre terre est bonne que pour ça. Il fait très chaud l'été, il fait très froid l'hiver. Et il n'y a pas d'olivier, il n'y a pas d'arbres fruitiers. La terre, il n'y a pas de vigne. La terre, elle est bonne que pour ça, elle est bonne que pour la truffe. Avant de venir au marché, comme tous les matins, Philippe est parti ramasser des truffes sous les chênes de son domaine. Fais-moi voir, Olivier. Viens, la vie. Viens, la vie. Viens mettre le vie.
Voyez. On voit qu'il a une odeur. Et on appelle ça, il chasse la truffe. Ça veut dire que vous le voyez et hop, il met le nez à ras de terre, comme ça. Et à 10 cm ou à 20 cm du sol, il est là, il fait ça comme s'il promenait. Mais en fait, vous voyez qu'il a une odeur, il suit une odeur. Mais dès que la truffe est mûre, il gratte. Voilà. Porte-la, viens. Viens là, donne-la. Porte-la. C'est bien. C'est bien. La trufficulture se transmet de père en fils. Philippe, lui, est né chez des commerçants marseillais. Et à 17 ans, il était déjà à son compte. Ses dimanches d'enfance passés sur la colline ont inspiré sa vie et celle de sa famille. Ça, c'est ce que vous avez trouvé dans la semaine, là? Ouais, il y a 2 jours hier. La majorité partira chez les restaurants en vente directe. Il y a quelques années, ce n'était pas vraiment envisageable. Tout le marché passait par des courtiers. Quand les prix ont flambé, les intermédiaires ont été supprimés. On sait qui c'est qui a trié le sac. Je vais essayer de me faire avec les truffes le pain de truite, avec les truites du Verdon. Morgane, le fils de la famille, en cuisinera une partie. Car le domaine de Majastre est une ferme-hôtel. Elle accueille des vacanciers en week-end dégustation. De l'amuse-bouche au dessert. Brouillade, sabayon d'écrevisses, lasagne, tout aux truffes. On va fermer tout ça. Voilà, ça c'est histoire de mettre un peu de caractère avec l'artichaut, le cognac qui va donner un peu de puissance avec la fine et qui va bien s'accommoder avec le côté un peu terreux de la truffe. En été, le menu truffe coûte 70 €, 85 en hiver. Je pense que la truffe s'est démocratisée surtout avec le fait qu'il y a quelques années encore, les trufficulteurs ne disaient même pas eux qu'ils étaient trufficulteurs, même pas ça. C'était un monde qui était vraiment fermé, c'était un milieu qui était secret et personne ne parlait des transactions, personne ne parlait avec les restaurateurs de la vente qu'il y a eu. Lors d'aujourd'hui, on commence à s'ouvrir un petit peu sur le monde en fait. Et en vérité, je pense que c'est ça en fait, surtout qui a énormément évolué et qui fait que de plus en plus la truffe prend de l'ampleur. En salle, Rosie et sa fille ont accueilli les touristes pour la dégustation. Et bonsoir. Je vous ai installé sur la table de 3 qui est juste ici, venez. Je te mets où? Tu es là? C'est une première pour Marilyn et Geoffroy qui n'ont jamais goûté aux truffes. Regarde comment elles sont jolies, les assiettes. Tu vas voir qu'il va y avoir un dessert aux truffes. Il y a marqué dessert aux truffes. Oui, c'est une panna cotta au caramel truffé. Les desserts aux truffes. En plus, c'est bien la caramel. Pour commencer, cappuccino de courgettes et chantilly aux truffes. Ah oui, les gens font tout. Eh ben, sincèrement, quand on emploie le terme raffiné, je pense qu'on est dedans. Voilà, les vérités sortent de la bouche des enfants, bah là c'est en train de rentrer dans la bouche des enfants. Hein, c'est bon, hein. Je pense que ça sublime un plat en gros. Il n'y a pas d'autre mot. T'en veux un petit peu? Hop. La truffe a fait des heureux. Et au service, la fille de la famille ne démentira pas. Elle compte bien devenir la trufficultrice du domaine. Bonjour. Ça m'intrigue ce qui se passe ici, la Marseille vue du ciel. Bonjour, bienvenue. Bonjour Sophie. Bienvenue, enchanté Sophie, Gabriel. Bonjour Gabriel. Bienvenue, écoute, je te laisse rentrer pour découvrir ce qu'on fait. Mais c'est bien mystérieux tout ça. Bonjour. Bonjour. Petite Charlotte. La petite Charlotte. Ok, d'accord. Pas sûr que ça m'aille très bien ça. Hein. C'est vraiment une nouvelle façon de visiter Marseille. Ok. Très moderne. C'est une expérience qui est super zen. Hein. On est en direct, donc vos yeux sont le drone. D'accord. Allez. Youhou! Ah c'est nous! Coucou! Ah oui, on est ton drone en fait. Voilà. On est des oiseaux. Exactement. Ça c'est impressionnant. Hein. Attends, tu vas voir après, c'est...
Regarde comme on voit bien les images aussi. Oh oui, tu vas super cool. Là, on va venir se diriger vers le Fort Saint-Jean. D'accord. Jamais on pourrait voir ça Non. autrement. 70 mètres d'altitude. Au-dessus du Mucem, là, qui est magnifique. Exactement. On voit bien la passerelle, là, en béton. Voilà. Donc là, on peut aller voir un petit peu plus près sur la terrasse. Aïe, aïe, aïe. Alors le Mucem, c'est un musée qui est constitué de plusieurs salles d'exposition. C'est Monsieur Ricciotti, l'architecte, qui a conçu ce bâtiment. Donc là, on se dirige un petit peu plus sur le Vieux-Port. Là, je vais faire un petit zoom vers le bas de la Canebière. Super. Merci Gabriel, Hello. bravo. Bah, je suis content. Allez-y. Ah, bonjour Gilles. Bonjour Sophie, comment tu vas? Un chef qui sort de ses cuisines. Tout va bien? Ça va et toi? Impeccable. Bon. Allez, on y va? Et On on est est déjà un peu à la bourre, on va vite livrer la bouillabaisse et puis on parlera sur la route. Ah, on fait ça. Allez. Vas-y. Faites-vous livrer une vraie bouillabaisse. C'est ce que nous allons faire. C'est ça qui est important. Une C'est vraie bouillabaisse de chef. la vraie bouillabaisse. Ah, la bouillabaisse voyage grâce à toi. Hein. Oui, on va livrer nos clients et puis l'important c'est qu'on puisse servir tout le monde. Et je voulais vraiment que la bouillabaisse puisse être livrée partout, autant dans les calanques que sur les bateaux, que voilà. Au plus Sur loin, les t'en as particuliers. livré où des bouillabaisses? Alors on est allé au plus loin à Saint-Tropez et puis on a livré sur Paris, voilà. Ah voilà. oui. Ouais. Ah oui, il y a plein Ils de sont gens. prêts à tout. Il y a plein de gens qui nous suivent et qui veulent, une fois qu'ils l'ont goûté, qui veulent notre bouillabaisse. Donc Voilà. t'es chef itinérant, quoi. C'est ça Hein? en fait. Je rentre chez les gens, c'est ça qui m'a plu en fait. Ouais. Première livraison. Allez, voilà, on va aller chez Karine. Ok. Allez, première cliente à livrer pour ta bouillabaisse. C'est le prochain. Ah ben là voilà. La bouillabaisse qui arrive avant la cliente. Ça va Karine? Très bien Gilles, je suis en retard? Non, pas du tout. On vient d'arriver. Bonjour Gilles. Ça va bien? Très bien. Merci. Karine, Bonjour Sophie. Sophie. Bonjour Karine. Enchantée. Enchantée, ravie. Bienvenue chez moi. Bah, merci. Donc, merci à Gilles de se déplacer toujours. C'est pratique, hein? Ah oui, oui, c'est... C'est la bouillabaisse qui vient jusqu'à vous, dis donc. Ah, c'est un plaisir chaque fois, voilà. Dirigeons-nous vers la cuisine. C'est le meilleur endroit pour parler de bouillabaisse. Hein. Ah oui, complètement. Vous la faites, vous, la bouillabaisse, Karine, ou vraiment vous avez besoin de Gilles pour la faire? Vous savez la cuisiner Alors, ou pas? je sais la cuisiner, mais Ouais. comme c'est très long, et comme Gilles l'a fait très très bien, je préfère la commander chez Gilles. Voilà, voilà. Donc tout est prêt, montre-nous. Alors, on a les croûtons, on a la bouillabaisse qui est sur son lit de pommes de terre et le bouillon. Parfait. Le bouillon, premier service, Mhm. un petit peu. Deuxième service, tu mets à chauffer ton four à 100 degrés. D'accord. 8 minutes ton poisson. Mhm. Tu gardes un peu de bouillon chaud et tu arroses Pour le deuxième service. deuxième service. D'accord. Et le troisième service, il te restera du bouillon pour faire la petite repasse. On va continuer nos livraisons et tu D'accord. me fais un petit SMS. Et je t'enverrai même une photo. Elle est passée, elle est passée, elle est passée. C'est passé. Le maquin, Gérard. Ah ouais, non, c'est bien. Bravo. Ah ben hop. Parfait, super. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Sophie, le petit commis de cuisine. Ah, enchanté, Sophie, ravi de vous rencontrer. On s'est perdu. Il vous manque un peu des couleurs. Vous êtes d'ici, vous? Il vous manque un peu des couleurs, on dirait. Gilles, comment vas-tu? Ça va, Marc? Impeccable, Écoute-moi, et bravo pour l'heure. Tu as bien roulé, là? Ça va? Ouais, impeccable. C'est très bien, on y est à la maison. Il y a du monde, on est en famille. Eh ben voilà, vous avez mon épouse qui est en train de préparer la table, ma mère Oh, et ma quelle est belle sœur. cette table. Bonjour. Bonjour mesdames. C'est la livraison de la On a la bouillabaisse. bouillabaisse. Voilà.
Il y a 2 mm. Et c'est moi qui tiens là. Anne va jouer. Elle va jouer. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'habitude. Elle est là, la rouille. On se retrouve en famille ou entre amis pour un moment de convivialité avec Sophie et la table des oliviers pour une bouillabaisse qui nous a préparé. La bouillabaisse, elle va nous régaler. La bouillabaisse, amour, amour, amour. La bouillabaisse, amour, amour, amour. La bouillabaisse, amour, amour, amour. La bouillabaisse, elle va nous régaler. Bien, Ferrer, bravo, Ferrer. Bravo. Oh là 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 là. Aïe, chef. Alors là, on est sur la Rascasse de Roche, on est sur la Baudroie, qui est de la Lotte, on est sur du Saint-Pierre. Le poisson un petit peu rayé, c'est la vive, qui vit dans le sable. Après, vous avez du fielasse et la galinette. On est sur des poissons locaux qu'on trouve en Méditerranée, aux abords de Marseille. Voilà. Hein. La galinette, le Saint-Pierre. On est pas mal là quand même. Hein. On est bien, on est bien, on est bien. Délicieux. Merci Gilles. J'étais ravie de passer cette journée avec toi et de découvrir la bouillabaisse. En plus, à la maison, en famille. C'est comme ça que ça se partage. Exactement. Dans un cadre familial, amical et convivial. Mais c'est ça, c'est ça. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là aujourd'hui. Il est où le bonheur? Il est où bien sûr? Il est avec Sophie. Et la bouillabaisse, la bouillabaisse. Norai, norai, norau. Norai, norai, norau. Olé! Marseille est la plus vieille ville d'Europe. Les Phocéens, les Romains, les Arabes, tous sont arrivés par la mer avec leur savoir-faire et leurs denrées. Elle est bonne? Ah. Ah, je sais. Le chef, Gérald Paseda, a 3 étoiles au Michelin. Pour ce Marseillais, la Méditerranée est à l'origine de la cuisine provençale. Tous les matins, ces pêcheurs le livrent sur le quai du restaurant. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis alors? Alors je vous ai mis palamide, une liche, de la moustelle et des rougets. C'est un petit peu ce qu'on trouve dans la roche pour faire la soupe de poisson, pour donner ce côté iodé très très emblématique de la cité phocéenne, si je puis dire, avec ce vif du Mistral qui est particulier, quoi, qui sent réellement la roche et l'iode. C'est ça qui donne tout ça. C'est cette richesse de la Méditerranée qui est là. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao. Les gens de temps en temps me disent c'est trop salé. Ce n'est pas trop salé, c'est juste l'iode qui impose un tempo qui est absolument hors du commun. Dans les cuisines de Gérald, le bleu est souverain. Là, c'est une ventrèche de thon qu'on fait sécher depuis 2013, d'accord, qui est dure comme de la pierre. Vous voyez, et qu'on peut râper comme ça, et ça c'est un vrai condiment. Avec son chef, Sébastien, il ne crée que des assiettes de poissons et de crustacés. Ici, pas de plus ou moins nobles. Au fil des saisons, il sublime 70 espèces différentes. Ça, c'est le dressage du jardin marin. Petite tentacule de sèche, roulée sur elle-même. Petite cirelle, là, c'est très sympa. Ça croque un petit peu, c'est d'une finesse extrême. Et ça reflète vraiment tout ce qu'on a ici en Méditerranée. C'est juste en fait une plongée aquatique, quoi, qu'on essaye de remettre en bouche pour que les gens soient emplis d'iode. Là, on peut avoir ici par exemple une écume d'eau de mer hein, qu'on vient rajouter comme ça. Gérald s'inspire aussi de son arrière-pays, car Marseille a gardé un pied dans la terre. Pour le chef, la cuisine provençale est d'abord une cuisine du peu, nourrie à l'aridité et aux efforts pour apprivoiser cet environnement. Ça va? Ça va et toi? Je te présente Seb, mon chef là. Bonjour.
C'est le chien Joe. Ça va, Joe? Depuis plus de 15 générations, la famille d'André mène les chèvres sur les collines de Marseille. Ils surplombent la ville et Gérald cuisine leur fromage. La brousse du Rove, reconnaissable à ses cornes torsadées, est sur le point d'obtenir l'appellation d'origine protégée. À un moment donné, moi je me suis un peu senti le responsable d'une tradition et puis en même temps d'avoir accroché mon maillot à cette chaîne pastorale qui fait un peu partie du patrimoine de la province. D'ailleurs, dans un des films de Pagnol, à un moment donné, il y a César, il dit à Mario, on ne crie pas comme un marchand de brousse. Pourtant, c'est des films qui datent du début des années 1930. Il passait à Marseille, là, au son d'une trompe, les brousses du Rove. Là, vous aviez une ménagère qui sortait devant le pas de sa porte avec une assiette, il démoulait la brousse. Ça a marqué le langage. À Marseille, on dit passer à l'heure des brousses. C'est une heure tout à fait aléatoire et imprécise. Parce que les bergers d'ici, ils allaient en bas à pied. Les chèvres du Rove descendent des chèvres originelles de Mésopotamie. Venus des côtes syriennes et libanaises, les Phéniciens les ont amenés dans le port de Marseille. Depuis, dans un perpétuel mouvement terre-mer, la cuisine provençale s'est enrichie. L'Italie, l'Espagne, les Comores s'expriment aujourd'hui dans les assiettes provençales. Toute la journée, le quartier de Noailles commerce avec le monde entier. Bienvenue à Marseille. La plupart des gens du quartier sont musulmans, de Turquie ou d'Afrique du Nord, mais il y a aussi la charcuterie, où j'achète mon saucisson d'Auvergne. Je viens de là-bas. Nawal, Thomas et Nicole, l'américaine du groupe, vont découvrir Marseille avec Lauriane. Elle montre aux vacanciers ce qui la séduit le plus ici, la richesse culturelle et gastronomique de la ville. Il y a 7 ans, cette Auvergnate s'est installée à Marseille. Oh, bonjour! C'est 2 frères qui sont venus travailler ici en 1984. Je vais prendre un pain za'atar. Ils font 1200 pains pita en 1 heure. En Provence, ils livrent partout. Avignon, Nîmes, Marseille. Marseille. Notre centre-ville, qui est, disons, le Vieux-Port, ce n'est pas le centre bourgeois riche. Contrairement à Paris ou à Lyon, à Marseille, c'est toujours resté un quartier plutôt populaire, ouvert. C'est le lieu d'immigration. Les Grecs étaient arrivés dans le Vieux-Port en 600 avant Jésus-Christ, donc il y a des millénaires. Et depuis toujours, ça a été cet endroit d'échange. Les ferries arrivent du Maghreb, on repart vers la Corse, tout ça depuis le centre de Marseille. Les Grecs ont donné la vigne et l'olivier à la Provence. Les Arabes, les agrumes et les amandes. Bonjour! Si vous cherchez de l'argent, de l'amour ou repousser le diable, vous pouvez acheter de l'encens, le brûler et repousser les mauvais esprits. Ali, je peux me servir? Chez Ali Baba, comme il aime s'appeler, le génie est dans tous les épices. Il est arrivé de Djibouti. Quand on est imprégné du soleil de Marseille, on ne peut jamais la quitter. Tous être enterrés ici, dans le bon sens du terme. Ali, les frères libanais, Lauriane, ils sont tous Marseillais, parce qu'ils viennent d'ailleurs. Marseille, tu l'aimes ou tu la quittes. Elle ne supporte que la passion, comme la cuisine provençale. Ça va? Oui, très bien. Tu admirais la vue? On vient pas tous les jours. Cette vue depuis Notre-Dame de la Garde sur Marseille est absolument magnifique. Mais avec toi, je voulais continuer cette balade gourmande en Provence parce que alors, toi, la gastronomie, ça te connaît. Oui. On a fait un magazine de cuisine qui s'appelle Le Cœur des Chefs.
Moi, je ne suis pas originaire vraiment d'ici, même si j'y habite. Je suis plutôt des Vosges, la Haute-Marne. Mais j'ai épousé Marseille parce que j'ai épousé un Marseillais. Et lui, il photographie. Et moi, j'écris. Je suis journaliste culinaire. Moi, ce que je veux, c'est parler des gens, gratter un peu la carapace et partager avec les autres. On va faire un petit tour quand même à la Bonne Mère, avant de faire cette balade gourmande dans Marseille avec toi, parce que quand même, on ne peut pas passer à côté de la Bonne Mère. La Bonne Mère nous regarde et elle nous accompagne dans tous les jours de notre vie. Et regarde, elle prend soin de cette magnifique ville. Et il y a beaucoup de monde, on n'est pas les seuls à aimer la Bonne Mère. On va faire un petit tour, viens. Ça te plairait d'aller plus haut? On peut aller encore plus haut là? Je connais quelqu'un. C'est vrai? Je connais Bernard. Et Bernard qui a les clés pour aller un peu plus haut? Je crois bien qu'il a les clés. Écoute, c'est plein de mystères tout ça. Allez, viens, je t'emmène. Le fameux Bernard, c'est celui qui a la clé. Le maître des clés. Bonjour Bernard. Bonjour Sophie. Moi je suis très contente de vous rencontrer Moi Bernard. aussi, très heureux. Parce que je Bienvenue. sais que vous avez une clé secrète dans votre trousseau. C'est ça. Elle sert à monter jusque dans les yeux de la Bonne Mère. Mais vous savez que j'en rêve Bernard. Oui, je sais. Mais normalement c'est pas possible ça. Impossible, on vous fait une fleur extraordinaire aujourd'hui. C'est grâce à toi ça Anne. C'est extraordinaire. Venez avec moi, je vous amène. Il y a combien de marches? Ça c'est la bonne question. 300 allers-retours. On peut se tutoyer Bernard? Bien sûr, avec plaisir. Alors on te suit Bernard. Allez, on y va. Voilà Sophie, tout commence ici en fait. Et là, regarde la vue que tu as. Oh, extraordinaire d'avoir cette vue là Bernard. C'est magnifique. Et là, on voit bien là, toutes les mosaïques, les marbres blancs et roses, là, sur les voûtes. C'est superbe. Magnifique, exceptionnel. Ce sont des mosaïques byzantines et appelées romaines aussi, parce que en fait, les Romains adoraient décorer leur maison avec ce style de mosaïque. C'est formidable. Et ici, ça a toujours été une tradition d'avoir des bateaux, des maquettes de bateaux Absolument. pendus au plafond. Tout à fait. Attention Anne. Un petit escalier en colimaçon là, Anne, maintenant. Et là, on arrive donc au pied de la Bonne Mère. Et oui, elle est juste là. Ah, qu'elle est belle. Même d'ici, elle est belle. Elle est impressionnante d'ici. Bon, il faut savoir qu'elle regarde l'entrée du port, puisque c'est vraiment la patronne des marins. On ne se lasse pas de cette vue, hein, Bernard. Toi, Jamais. tu es de quel coin? Ah, moi, je suis sur le Vieux-Port, j'habite sur le Vieux-Port. Vénard que tu Voilà. es. On voit que la ville, c'est un peu un bazar organisé. Hein. Il n'y a pas de grandes artères. Hein. C'est pas une ville haussmannienne. Pas du tout. Bah, c'est ce qui fait son charme aussi. Hein. Ce qui est intéressant, c'est, tu vois, ici, tu as l'ancien quartier, le plus vieux quartier de Marseille, c'est le Panier. Tu vois qui est là-bas. Très bien. Donc tu as le petit clocher des Accoules qui est en pierre. C'est très rare. Et c'est la vieille église. Et puis à côté, la cathédrale La Major, oui. Et tu vois, elle est striée de marbre blanc et noir, un peu comme la sienne. Alors, Bonne Mère, c'est vraiment le nom affectueux que les C'est ça. Marseillais donnent à cette représentation, à cette statue de la Vierge. Comment tu as enfant. À la Bonne Mère. La Bonne Mère. Parce que la Bonne Mère. C'est un petit peu précieux. C'est un petit peu parisien, la Bonne Mère. La Bonne Mère. Il faut le dire avec les Bonne E Mère. ici, C'est tu ça. vois. Il ne faut pas dire la Bonne Mère, il faut dire la Bonne Mère. On va la voir de plus près. Allez. On grimpe? Allez, on C'est pas grimpe. fini, hein. On y va. Et le fait qu'elle protège l'OM, tu le dis pas. Ah mais c'est vrai. En plus, attends. Et le stade Vélodrome qui est là-bas et on n'en parle pas. Le Vélodrome. Mais si tu dis pas ça, ils vont nous tuer. Tu es prête, Anne? Faut voir Marseille à travers les yeux de la Bonne Mère. Ah, c'est ton idée, hein? Qu'est-ce que j'ai fait de dire ça, moi? T'as pas le vertige? Non, pas du tout. Alors, dernière étape avant d'atteindre les yeux de la Bonne Mère, là, Bernard. C'est ça. Il faut emprunter cet escalier. Il faut emprunter cet escalier, vous nous laissez passer devant. Parce que Ok. là, c'est très petit, très étroit. Donc je vous laisse y aller. Tu nous attends en bas? Et je vous suis du regard. Et voilà. Là, on est dans les yeux de la Bonne Mère. Ah, mais
c'est quand même extraordinaire d'être là, Anne. Là, on a le vieux port à droite. Et là, on aperçoit le large. Avec la côte bleue au fond. On a une chance exceptionnelle, Anne. Incroyable. Merci beaucoup. Hein. Je vais te laisser passer. Regarde, on va descendre quelques marches. Quelle chance de connaître Bernard. Hein. Oh, voilà. On va lui faire un gros bisou à Bernard. Quelle expérience incroyable. Où es-tu, Bernard? Je t'embrasse, Bernard. Ça y est? Ça s'est bien passé? Écoute, c'est extraordinaire. Je crois qu'on vient de voir les plus beaux yeux de Marseille. Merci Super. encore, vraiment. Avec plaisir, vraiment. Vraiment. Bon allez, petite escale dans notre balade. Où tu m'emmènes maintenant, Anne? On va chez Sylvain de Puchaffray, qui est pâtissier et chocolatier. Oh loulou, c'est ici? Ça va me plaire, ça. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Et voilà les merveilles. Et voilà. Ah, elles sont belles, les navettes. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui les a faites. Je sais pas non plus, c'est vrai. Tu connais les navettes? Oui, les navettes, c'est ce petit gâteau sec à la fleur d'oranger qu'on retrouve ici à Marseille, c'est ça? Et bien là, tu vas avoir une autre version. C'est celle de Sylvain. On peut goûter, chef? Allez. Allez, hop. Quand vous allez croquer, normalement, on verra une couche assez fine de chocolat. Et après, le goût, vous le verrez pas, mais vous allez le sentir. Oh, c'est très très bon. Ça croustille. Ça, c'est la feuillantine, ça. Il y a la feuillantine et aussi quand on tombe sur l'anis vert. Non, c'est très très bon. En plus, c'est très fin. Cette petite navette pralinée chocolat là est excellente. Merci beaucoup. Hein. C'est moi. Merci de votre visite. Bon, Anne, on s'offre une petite promenade digestive dans un endroit que j'adore. C'est le MUSEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Regarde, c'est marqué dessus. C'est un lieu qui est devenu le Marseille contemporain. Entre le Fort Saint-Jean historique et l'architecture de Rudy Ricciotti qu'on va pouvoir admirer. C'est ça. Mets-toi là, je vais te prendre en photo. Et c'est un vrai succès populaire hein, ici. 1 300 000 visiteurs par an. C'est dingue. Quelque chose comme ça. Et alors, tu y viens pour le lieu et pour les expos. Il y a la Covid. Comment ils ont réussi à faire ça? C'est dingue. Je pense que c'est du béton. On se pose là, 2 minutes. Oui. Voilà. Ah là là. Regarde cette vue. Et là, on demande un cocktail. Cocktail. Oh, je ferais bien la sieste, moi là, tiens. De Marseille-Saint-Charles, nous desservirons les gares de Valence TGV, Avignon et Aix-en-Provence. Ce matin, Camille a quitté Paris avec un rêve de bergère. Elle vient tout juste de finir son année de formation à l'école des bergers. Et pour la première fois, en Provence, elle va avoir la responsabilité d'un troupeau de brebis. Je suis assez impatiente à l'idée d'y être et en même temps un peu nerveuse. Bon, il y a l'inconnu qui fait un peu peur, mais voilà, il faut prendre son courage à deux mains et voilà, et foncer. On n'a qu'une vie, il faut y aller. Camille ne vient pas d'une famille de bergers. Elle s'est prise de passion pour les brebis lors d'un voyage en Irlande. Mesdames, Messieurs, notre TGV arrive en gare d'Aix-en-Provence, TGV. C'est parti! Au loin, l'alpage se dessine. Ici, elle va découvrir le pastoralisme qui a longtemps fait vivre toute cette Haute-Provence. Camille retrouve les éleveurs qui lui confient leurs troupeaux pour l'été pour partir un peu en vacances. Ils se sont rencontrés à l'école de Camille. Pas trop chaud? C'est côté? Ouais. Je te trompe pas, hein? Non, non, non. Normalement, on compte jusqu'à C4. Et après, tu... Mais tu sais côté à plus que C4, toi? Oui, non. En camion, les éleveurs remontent du Var pour emmontagner, comme on dit en provençal. Leurs troupeaux ont passé l'hiver dans le Midi. Direction les alpages de Haute-Provence pour l'été. J'en ai compté à peu près 134. C'est sûr? Bah, je pense, j'ai fait attention. J'ai fait de mon mieux. Faut qu'elle apprenne. Non? Et elle sort de l'école.
Il y aura à peu près 1200 bêtes. C'est une capitale quand même, on va y laisser. Mais elle a l'air sérieuse, donc il n'y a pas de souci. Je passe. Non ? En tout, Camille va garder près de 1200 brebis, principalement des brebis à viande. Toute la richesse de ses éleveurs. Il y a une part de responsabilité, ça c'est sûr, mais il faut faire ses preuves, quoi. Et après, on se fait respecter et on arrive à trouver une place dans ce milieu. Peggy, ça va? Ah, t'en veux 3 toi? Oui, elles sont belles. Hein. Ah, merci. Ah ouais, dis donc, elles sont vraiment belles. Il y a quelques béliers. Ouais, il y a tous les béliers. D'accord. Ouais, je les laisse tranquilles, hein, qui bossent. Hein. Vous en faites pas. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. C'est libre. Ouais. Ce soir, Camille et les éleveurs dorment au pied de la montagne avant de mener les brebis vers l'alpage à l'aube. L'étoile du berger, c'est la première étoile qui sort. C'est l'étoile qui te dit, normalement, il faut rentrer tes brebis. C'est le début de la grande aventure pour la jeune bergère et le début des vacances pour les éleveurs. J'ai jamais dormi comme ça, sans rien, quoi, autour. À Walligen. Voilà. Donc ça va être... Je sais pas si je vais bien dormir, mais bon, on verra. Eh ben, bonne nuit. Peggy à vacances dans son camping-car. Quelques heures pour récupérer et il faut déjà se mettre en marche. Pour gravir la montagne, les camions sont inutiles. Il faut finir à pied. Camille a choisi de faire son stage en Haute-Provence, où la transhumance est ancestrale. Ici, les brebis ont ouvert les sentiers, entretenu les pâturages et dessiné la montagne. Allez! Là, je fais un peu le bruit, pas de l'hirondelle, enfin j'appelle ça comme ça, pour les appeler. Allez les filles, comme ça, un petit son aigu, ça les surprend un peu. Ça me met un peu en condition et en fait, c'est pas si désagréable que ça. C'est assez magique parfois. Une vie de bergère qui laisse peu de place à la contemplation. Il faut passer à l'action. L'hélicoptère doit livrer tous les vivres de la saison. Il faut ouvrir la cabane, restée inoccupée depuis l'année dernière. Il y a du ménage à faire, c'est tout. Camille, tu devrais commencer à enlever tes affaires de là-dedans. Hein. J'espère que ça va tenir 4 mois. La jeune bergère a l'eau courante, l'électricité et le frigo qui vient avec. Autant dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a plus de confort, ça attire plus de monde, c'est plus accessible. Même les gens qui ne sont pas issus du monde agricole, ça ouvre plus de possibilités à tous, quoi. Comme Camille, Peggy ne vient pas du monde paysan. Elle est passée par la même école. Il faut que Camille elle soit vachement observatrice, puis curieuse. Les brebis, elles font jamais rien sans rien. Et il y a toujours un truc. Donc de toute manière, si elle les écoute pas, si elle les regarde pas, elle est cuite, quoi. Ça, c'est sûr. Camille est installée. Demain, les éleveurs seront partis. Elle sera seule, en tête-à-tête avec 1200 brebis. Le téléphone passe ici, donc c'est bien. Ça, c'est un bon point, mais après, ça suffit pas. Le premier alpage, on est assez stressé. On ne sait pas si on va y arriver. On ne sait pas si on va tenir le coup, parce qu'on n'a jamais vécu un peu reclus. Il faut que je vive cette expérience. Après, je ferai mes choix si je continue ou pas en montagne. Si on ne tente pas, on ne saura jamais jusqu'où on peut aller. Devant elle, Camille a 4 mois pour trouver sa voie. Là, c'est une tisane avec mauve, guimauve, réglistin et fenouil. Donc tout ça infusé à froid. Vous voulez goûter? Qu'est-ce que Si, ça regardez. sent bon!
Ah, il y a plein de belles choses là ici. Bah tu vois, ça va nous faire du bien, hein, de trouver une petite tisane digestive là. Tu veux une tisane digestive, oui, c'est ça? C'est une balade gourmande là que je fais depuis le début de mes aventures. Non, effectivement, là il y a des tisanes. J'en ai une qui est digestive de ce côté-ci. Dis-moi. Donc c'est la tisane rue d'Aubagne. En plus, on n'est pas très loin. Donc tu fais vraiment un clin d'œil à Marseille, là, je vois, rue d'Aubagne. Rue d'Aubagne, exactement. La Pointe Rouge. Il y a rue Saint-Féréol. En fait, j'ai mis des lieux qui sont Fort Saint-Jean. à proximité et surtout des lieux que j'affectionne. N'étant pas marseillais, en fait, je suis normand à la base. D'accord, t'es arrivé quand à Marseille? Il y a 15 ans. Ouais. Et bon, maintenant c'est bon. Maintenant, je suis marseillais, mais du coup, en fait, j'ai mis tous les lieux que j'aime dans Marseille. Ah bah regarde, petit clin d'œil à ce que nous avons découvert ensemble, la tisane Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde. Alors là, l'idée, c'était de faire un petit mélange mentholé avec de l'eucalyptus, menthe douce, menthe poivrée, citronnelle et mélisse. Je mets de l'eau froide, 2 cuillères du mélange pour 1 litre. Je laisse infuser toute la nuit au frais pour que tous les arômes s'imprègnent bien. Est-ce que tu pourrais nous faire goûter une de tes tisanes? Mais avec plaisir. Et là, j'en ai plusieurs en dégustation. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, justement, j'ai fait la tisane Notre-Dame de la Garde. C'est pour nous. D'ailleurs, tu vas voir, elle est bien fraîche. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie alors de te lancer dans ces créations de tisanes? Je me suis passionné de plantes suite à un voyage. J'ai fait un voyage pendant quasiment 1 an en Amérique du Sud. Et du coup, à mon retour, j'ai eu la passion des plantes séchées. Qu'est-ce que tu faisais avant? Et donc, j'étais barman. D'accord. Et tu lisais déjà les plantes quand tu étais barman dans tes créations? Je faisais beaucoup de cocktails à base de plantes. On va te prendre ça. Allez. Merci à vous. Avant de partir, au lieu d'aller au restaurant, c'est le restaurant qui va venir avec nous. On va aller ici, à une table au sud. Oh, rien que le nom, déjà, ça me plaît beaucoup. Une table au sud. Qui est le chef de ce restaurant? Ludovic Turat. En 2015, c'était le plus jeune étoilé de France. Aujourd'hui, il a 31 ans. C'est plus un petit jeune. Bonjour. Bonjour. On va directement en cuisine, hein, tu connais? Tu connais le chef, tu connais la route, c'est là? À gauche. Très bien. Je suis le soleil. Bonjour chef. Bonjour, comment allez-vous? Je crois que vous connaissez la personne qui est derrière moi. Oui, c'est ça. Enchanté Sophie, bienvenue. Enchanté Ludovic. Alors déjà, quel beau restaurant, super bien placé quand même, hein, sur le vieux port de Marseille, ça c'est... Cette vue, je m'en lasse pas. Ouais. Alors en arrivant ici, Anne m'a dit une phrase qui était très jolie, elle m'a dit « Tu vas voir Sophie, on va pas au restaurant, c'est le restaurant qui va venir à nous. C'est un peu un restaurant itinérant que tu proposes, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Ah, c'est les paniers pique-nique. À la base, ça a été conçu pour les bateaux, pour les gens qui aiment partir en mer. J'ai imaginé que les gens viendraient sur le port en bateau, qui se gareraient, que je leur descendrais leur petit panier pique-nique et qu'ils iraient apprécier ça en mer ou dans les calanques ou en marchant en forêt, voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce pique-nique de chef? Il y a plein de belles choses. On a essayé de faire les choses bien. Ici, on a une focaccia composée à base d'olives noires, des petits oignons au sel. Et ici, on a travaillé la langouste qui a été rôtie au pistou. Plein de légumes, plein de belles choses. Un bon gazpacho maison à base de pastèques et de tomates, par exemple. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre le panier. Et on enlève le chef. Hein, et on peut prend prendre le chef. On le kidnappe. Alors, j'aime beaucoup ce concept. On se fait kidnapper, on y va. La petite langouste. Hop. Impeccable. Génial. Allez, vas-y, grimpe, chef. Hop. Je te fais faire un petit peu de gymnastique pour passer derrière. Magnifique. Ça me fait plaisir. C'est bon, ça passe. Oh, c'est génial, je suis en train de me régaler là. Non, franchement, c'est trop bien. Méhari, c'est le top. Non mais vraiment, c'est... Ça sent les vacances. Elle va en fond la caisse. En fond la caisse. Ça vous va là les amis pour le pique-nique? Je crois que c'est parfait, on va se régaler. Allez, on se met dans les rochers. Ah, Marseille, on est bien là. Ok, on y va? Oui. On a faim? Oui. Enfin, moi j'ai faim. Alors, ce pique-nique de chef. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par le gazpacho? Ouais.
ici à Marseille, c'est vraiment une institution. Hein. On descend sur la plage pour pique-niquer tous ensemble. Exactement, le Marseillais, il reste pas beaucoup à la maison. Il va dans les parcs, il va dans les calanques, on va sur les rochers. Et c'est vrai que ça rend hommage à l'apéro un petit peu. C'est très rassembleur, je trouve, et j'ai voulu un petit peu lui rendre hommage, voilà. C'est très convivial. Exactement. Vrai. Et puis quand tu fais un apéro, en général, ça te suffit d'ailleurs. C'est un gros apéro. C'est pas le petit apéro. Bah là, il est très copieux. Ah là, c'est pas un apéro, là. Est-ce que je peux goûter? Ah oui, ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, j'aime bien quand même l'idée des couverts en bambou, hein, des boîtes recyclables en carton. Ça aussi, c'est recyclable? Oui, tout est recyclable. C'est pas du plastique? Non, non, on dirait, c'est du faux plastique, c'est recyclable. D'accord, le petit sac en plastique recyclable. Exactement, aussi, comme ça, on peut faire pour que rien ne parte à la mer, parce qu'il faut la protéger, notre belle Méditerranée. Hein. En tout cas, c'est avec cette image-là qu'on va se quitter en dégustant ton magnifique pique-nique. Ludovic, moi j'étais ravie d'être avec toi, Anne, et de te faire ta connaissance, Ludo. C'était un plaisir. Merci de m'avoir accompagnée, de m'avoir donné toutes ces bonnes adresses. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir partagé ces belles aventures en votre compagnie, du plateau de Valençol en passant par Aubagne jusqu'à Marseille. Je vous dis à très bientôt. Alors, vous le savez, il y a les réseaux sociaux, on peut se donner des petites nouvelles. Et si vous voulez revivre ces aventures, eh bien, il y a également le replay. Je vous embrasse très fort. Et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Alors, on peut goûter? Allez, je prends. Allez. Voilà. Il te manque une olive. J'ai raté l'olive. J'ai raté l'olive.